Ce programme vous est offert par Afriland First Bank Cameroun. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, nous nous intéressons à un enjeu clé, l'utilisation des outils stratégiques dans le développement des entreprises africaines. Avec un écosystème entrepreneurial en pleine effervescence, le défi majeur reste la pérennisation et la compétitivité des entreprises. Quels outils stratégiques permettent de structurer, de croître et d'innover ? L'IA, la digitalisation et les modèles de gestion internationaux sont-ils des solutions viables ? Pour en parler ce soir, nous recevons Ngai. Merci. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes consultant en stratégie et directeur de l'association Afropreneurs Emerging Leaders. C'est ça, merci. Bonsoir. Face à vous, Cédric Yamdje, vous êtes fondateur du think tank 50 Afrique. Bonjour, merci pour l'invitation. Et enfin, le troisième panéliste ce soir, c'est vous, Yannick Achille-Fognier. Vous êtes ingénieur financier, banquier, mais également auteur du livre Fondement du capitalisme africain, donc publié aux éditions Saint-Honoré. Merci Soukaina. Merci d'être avec nous, messieurs. Ce soir, on va rentrer dans le sujet. Justement, je voudrais vous poser la question, à vous de me dire qui voudra répondre en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle dispose des bons outils pour structurer ses entreprises et les rendre compétitives à l'échelle mondiale ? Cédric, peut-être. Oui, je pense que nous disposons de différents outils vraiment pour pouvoir être compétitifs à l'échelle mondiale. Mais maintenant, faudrait-il savoir si déjà, en fait, ces outils sont déployés au sein des entrepreneurs qui en ont besoin, si les entrepreneurs ont déjà la possibilité, savent déjà si ces outils existent, et si finalement, même si on a ces outils, on a les moyens de les déployer à l'échelle continentale. Oui, les outils existent, beaucoup de multinationales les utilisent, mais le parent pauvre de notre économie qui est la PME, beaucoup de PME n'ont pas ces outils, et c'est pourquoi nous voudrions bien que toutes ces PME soient outillées et ces éléments pour naturellement assurer leur rentabilité. Oui, en fait, il y a des outils qui sont un peu standardisés et qui sont beaucoup plus élaborés selon le modèle occidental, dont généralement ce sont des produits d'origine américaine. Le BCG, le PESTEL, le SWOT sont des produits du monde de l'étude d'entreprise américaine. Et maintenant, ces outils, l'applicabilité en Afrique pose des problèmes parce que À quel niveau, par exemple ? Le contexte, il n'est pas le même, l'environnement juridique, il n'est pas le même, la stabilité politique, elle n'est pas forcément là, les variables comme la monnaie, elles ne sont pas forcément là, la culture de la finance, parce qu'il faut le dire, c'est que le principal instrument de l'entreprise ou bien de la finance, c'est une culture. La capacité de savoir que je peux faire un merge, une fusion, la capacité de savoir que je peux faire une acquisition, la capacité de savoir aussi de jouer le jeu, de savoir que je peux faire des investissements uniquement en portefeuille, donc je peux me contenter d'être actionnaire. Donc il y a toute cette culture-là qui n'est pas forcément présente, où les gens sont plus ancrés à posséder, c'est-à-dire quelqu'un préfère posséder une entreprise à elle seule, donc une personne qui a une entreprise à elle seule, que par exemple d'ouvrir le capital dans la culture de l'association. Oui, c'est une réflexions des réflexions pas encore assez développées, ce qui fait que lorsque vous faites des projections, lorsque vous faites par exemple un SWOT, vous pensez peut-être que vous pouvez acquérir une entreprise pour la croissance, mais elle ne sera pas facilement acquérable parce que celui qui possède le fait par exemple la laisser mourir que de la vente. Donc il y a cette question culturelle qui est un peu plaignante en Afrique et ça rend la stratégie un peu plus difficile. Cette question culturelle, est-ce que vous essayez de l'appliquer ? Est-ce que vous essayez, vous Ngaiga, qui accompagnez justement des femmes entrepreneurs, notamment dans la création d'entreprises, est-ce que vous vous adaptez au modèle africain, au marché africain ? Est-ce que les outils sont différents ? Est-ce que c'est transposable ? Vous parliez des différentes stratégies, Yannick, on peut en citer plusieurs, Océan Bleu, Lean Startup, il y en a beaucoup, et on va peut-être faire aussi un point sur les stratégies mises en place. Mais est-ce que c'est important de s'adapter au contexte africain ? Bien évidemment, les outils qu'évoquait mon compagnie sont les mêmes que nous utilisons en Afrique, juste que nous les contextualisons. Tout ce qui est outils techniques comme le PESTEL, comment analyser un environnement externe, comment l'environnement externe peut impacter notre entreprise. Vous ne pouvez pas monter une entreprise
sans utiliser ce genre d'outils. Donc c'est hyper important et obligatoire d'utiliser. Naturellement, on va tomber sur le SWOT que tout le monde connaît. On va faire des 5 forces de porteurs pour comprendre comment se comporte l'industrie, comment est-ce que c'est une industrie rentable ou pas. Ce sont des outils que nous utilisons et nous sommes obligés même de les utiliser. Juste que l'approche ne peut pas être la même qu'au USA ou en Afrique, à Douala ou à Kigali, vous voyez un peu. Maintenant, je rebondis un peu sur une notion très importante qu'a évoqué le banquier. Nous avons un souci, en Afrique, c'est un souci d'union, ça comme ça, nous ne pouvons pas nous unir. Pourtant, l'un des outils même importants, ce sont les partenaires stratégiques. Il faudrait que nous apprenions à mettre en place des partenaires stratégiques. Comment? Il a évoqué des fusions. Avec une fusion ou avec une alliance, facilement, vous agrandissez votre pouvoir de négociation. Vous créez des synergies qui vont faire de vous une structure plus forte et qui pourra naturellement faire face aux enjeux de notre environnement, des affaires qui est à la fois volatile et indécis. Pourquoi culturellement, justement, c'est pas spontané ce genre Oui, c'est un peu comme ce que j'ai dit ici l'autre jour, que généralement, nous aimons gagner 100% de 200 000, au lieu de gagner 40% de 10 milliards. Vous voyez un peu quoi, c'est la différence. Nous aimons dire, ah, c'est mon affaire, c'est l'affaire de Yannick, l'affaire de Cédric Gamdieu, l'année de propriétaire à 100%. Mais non. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne mettez pas en place ces petits outils. Vous voyez un peu quoi. Donc c'est culturel, c'est vrai. Et vous avez évoqué de la formation que nous faisons. Oui, nous formons ces entrepreneurs-là à changer un peu ce mindset, à l'améliorer. Donc c'est un peu ce que je voulais dire sur la réaction. Surtout que en fait, la culture d'association n'est vraiment pas très répandue dans nos cultures, enfin dans nos traditions. Comme il a dit, c'est que la plupart des entrepreneurs, surtout les moins jeunes, ils ont l'habitude d'avoir cet état d'esprit de posséder en fait d'entreprise. Or, on voit bien que les meilleures multinationales, les meilleures startups, si on prend les cas de Facebook, n'a que 14% de ses parts. Donc, il faut vraiment ouvrir du capital. Et c'est ça l'intérêt, c'est que on ne peut pas devenir un champion, que ce soit national, régional ou continental, sans ouvrir du capital, que ce soit par des banques ou bien des fonds d'investissement qui vont permettre non seulement de donner du financement, mais aussi des outils et des réseaux pour pouvoir déployer, et même des partenariats, parce que la plupart de ces acteurs apportent des partenaires en fait pour pouvoir déployer les entreprises. Après, il y a ça c'est pour un deuxième point que je veux mettre en avant, c'est plutôt pour les entreprises qui sont en Afrique. Il y a aussi le comportement du consommateur. Souvent, il faut bien étudier le comportement du consommateur qui est vraiment différent de ce qui se fait. Donc, sinon, c'est une des raisons pour laquelle certaines entreprises, quand elles attaquent le marché, que ce soit une entreprise camerounaise qui va au Nigeria ou bien qui va en Éthiopie, ou bien une entreprise étrangère qui vient sur le sol africain, échoue souvent. Surtout dans le e-commerce, il faut comprendre le comportement du consommateur pour pouvoir réussir. Yannick. Ouais, en fait, sur le côté culturel, je peux dire qu'on a deux grandes influences. Donc, on a une influence qui est liée à la colonisation. Donc, les colonies en Afrique, lorsque vous faites le classement des places financières dans des bourses, près de 10 des 15 premières bourses sont en pays anglophone et le reste sont en pays arabe. La seule place financière qui vaut un peu quelque chose, c'est la place financière d'Abidjan qui figure parmi les 15. Donc, à l'issue, en fait, le mot de colonisation, c'était que les anglo-saxons avaient une approche beaucoup plus mercantile, donc ils étaient plus là à créer des marchés locaux. Donc, du coup, ils ont initié beaucoup de monde à la culture du capital. Aujourd'hui, les seules entreprises d'Afrique francophone, d'Afrique en général, qui sont cotées sur les marchés étrangers, sont les entreprises africaines cotées à Londres. À Paris, vous ne verrez pas une entreprise africaine cotée sur la place de Paris, parce qu'il n'y a pas ces parcelles-là qui ont été créées par la France durant la colonisation et aussi à la post-colonisation, après les années 60, il n'y a pas cette fusion-là qui a été faite. Et l'autre aspect, c'est l'environnement juridique. Parce que chez nous, le droit ne protège pas assez l'investisseur. C'est-à-dire, vous avez beau ouvrir le capital, après, si vous êtes abusé, vous n'aurez pas une certaine assurance juridique. On a eu des cas, on a par exemple le cas d'un Camerounais d'Ampulo avec des investisseurs asiatiques, où finalement l'entreprise a été fermée. Donc Nextel aujourd'hui n'est plus opérationnel parce qu'il y avait des conflits entre partenaires et la justice n'a pas été au rendez-vous. On a eu le cas par exemple de MTN, dont les actifs ont été saisis au Cameroun par rapport à un contentieux qui n'avait rien à voir avec MTN en Afrique du Sud. Donc on a cette insécurité juridique qui fait qu'en fin de compte, les gens ont beaucoup de mal ou même beaucoup de difficultés à ouvrir le capital parce qu'il n'y a pas non seulement la confiance avec les vis-à-vis, mais un environnement juridique qui les protège. Donc il y a ces facteurs
déjà économiques. Il y a aussi les facteurs politiques. On a l'instabilité politique, donc où du jour au lendemain, ceux qui arrivent peuvent vous priver peut-être d'une licence, d'un droit d'auteur. Donc on a tous ces facteurs-là qui font que, au final, les gens ont beaucoup de mal à s'ouvrir et même à se développer. Et puis il y a l'aspect aussi pérennisation des entreprises. Il y a un chiffre, 90% des entreprises sur le continent, ce sont des PME, mais seulement une minorité dépasse les 5 ans d'existence. Et je le disais en introduction, c'était le problème de pérennisation, il est dû à quoi en fait? Oui, le problème de pérennisation est... Il y a 3 volets, 3 éléments qu'il faut prendre en compte ici. Déjà le problème de formation, parce que nos dirigeants de PME ne sont pas assez outillés, on parle d'outils stratégiques là. Deuxième volet, c'est le problème du financement. Et là, j'interpelle les 2 banquiers, parce que tout à l'heure, on parlait de la culture, pour dire il y a des modes de financement que nous, souvent, nous, dans nos environnements africains, ne mettons pas en place. Les financements alternatifs, ils sont mieux placés pour en parler de manière détaillée. Le dernier élément tient compte à la structuration de notre système productif. Je le dis souvent, notre système productif n'est pas propice au développement des TPE et PME. C'est pourquoi des politiques publiques chez nous doivent mettre en place un ensemble d'outils et accompagner de manière très forte cette TPE-PME qui souffre de plusieurs maladies. Notre texte encadre plus, protège plus les grandes entreprises par rapport aux PME. Je prendrai l'exemple toujours d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'exemple américain, la Small Business Administration, qui est une structure qui s'occupe de la PME, disons de A à Z. Ça veut dire elle accompagne les PME dans la création, dans le fonctionnement. Au sein de cette structure, vous avez tout un bureau qu'on appelle Office d'Advocacy, qui est un peu l'avocat des PME. Et on oblige l'État fédéral américain à consacrer 31% des marchés aux PME. Vous voyez les États-Unis comment ils font. Si nous ne faisons pas si ce sont les États-Unis si ce sont les USA qui le font, pourquoi pas nous? Et maintenant, je prends un autre volet par rapport à cette mort. C'est que chez nous, nous ne préparons pas les ressources humaines à passer à l'entrepreneuriat. Prenons l'exemple de la France. Il y a toute une loi sur l'auto-entrepreneuriat. Vous êtes salarié, il faut auto-entreprendre. C'est une préparation. Il y a un manque de vision long-termiste peut-être? Exactement, c'est le mot. Je rebondis justement sur ce que vous disiez, les financements alternatifs. Peut-être vous pourriez nous en parler et expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. C'est vrai que l'Afrique compte 90% de PME qui contribuent à 80% de l'emploi et en général 30% du PIB, en général sur tout le continent. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est l'accès au financement des PME. Pour plusieurs raisons, c'est que typiquement, généralement, certains financiers regardent les PME comme un écosystème à risque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les PME, quand on octroie un crédit ou du financement, c'est souvent sous la forme de garantie, 80% de garantie. Ce qui est compliqué puisque ça freine en fait le financement de certaines structures, puisque la plupart des PME, malheureusement, des créateurs d'entreprises, n'ont pas ces garanties. Encore que même quand ils ont des garanties, parfois c'est des titres fonciers qui n'ont pas, qui doivent mettre en caution pour pouvoir être financés. Et l'autre problème en fait au niveau du financement, c'est les taux. Contrairement en fait aux pays occidentaux, les taux sont beaucoup plus élevés. C'est des taux à 2 chiffres qui par rapport à ici où les taux sont beaucoup plus accessibles, qui fait que ça peut créer au final, en fait, surtout si c'est des financements à court terme, des problèmes de trésorerie par rapport à l'entrepreneur. Donc, oui, effectivement, le financement, c'est un problème par rapport pour les entrepreneurs, mais il y a aussi l'accompagnement. Parce que si dans le meilleur des cas, on a le financement, une des raisons pour laquelle les PME échouent ou les startups, c'est que parfois, ils ne sont pas bien accompagnés. L'accompagnement, ça suppose la formation, un cadre vraiment avec des incubateurs pour pouvoir trouver des partenaires, pour trouver des clients, pour trouver des partenaires techniques financiers. Et ça, c'est tout un cheminement que les entrepreneurs doivent avoir en fait. Yannick, oui, en fait, peut-être compléter sur l'aspect financier. Oui, du coup, l'aspect financier en Afrique, vous savez, il y a 2 types de financement. Donc, il y a ce qu'on appelle en général, pour les PME, il y a ce qu'on appelle en général le crédit fournisseur. Et puis il y a les crédits bancaires. Bon, maintenant, c'est lorsque la PME est beaucoup plus structurée qu'on peut justement aboutir à tout ce qu'il y a comme fusion, absorption et tout. Donc, lorsque les PME sont vraiment au early stage, c'est-à-dire au tout début, qui sont en train de croître, elles doivent beaucoup plus compter sur les grandes entreprises qui peuvent passer la commande, qui peuvent régler à temps. Exactement. Or, chez nous, il y a très peu de grandes entreprises qui le font. Donc, par expérience, j'ai vu des entreprises qui demandaient les paiements à J+60.
Donc la PME doit livrer et doit attendre 2 mois pour entrer en possession de son cash, ce qui fait 2 cycles de mensualité, c'est-à-dire 2 cycles de salaire de toutes les charges. Donc on a ce problème qui n'est pas réglé. On a, y compris même à la fin, c'est-à-dire à la fin, la grosse entreprise, de sa petite puissance, de sa capacité à corrompre les institutions, parfois elle ne paie même pas. Et parfois elle restitue le produit, c'est-à-dire s'il y a eu un contrat de livraison, à la fin, elle dit bon, ça j'ai pas pu distribuer, donc je vous le restitue. Donc, ce qui fait que la PME est vraiment en difficulté à collaborer avec ces gouvernements pour pouvoir fonctionner avec les avances de trésorerie ou bien les crédits fournisseurs. L'autre aspect, c'est l'accès au financement, comme je disais tout à l'heure, c'est que les taux sont très élevés. Donc, on a le taux moyen pour les PME à CEPAC en général, c'est dans les 20%, c'est-à-dire 14% hors taxes. Et lorsque vous y ajoutez les taxes et tout ce qui est autour, comme les frais d'identissement, on est autour de 20-22%. Donc, si la PME n'a pas une activité avec une rentabilité de près de 40-40%, c'est très compliqué en fait pour elle de devoir s'en sortir. Il y a aussi le problème de fiscalité, dont la fiscalité est beaucoup plus agressive pour les PME que pour les grosses entreprises qui, elles, ont parfois des avantages fiscaux pour elles. Or, les PME, on ne veut pas savoir si elles ont fait des bénéfices parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique, surtout les pays d'Afrique francophone, où l'impôt est basé sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Donc, le fisc ne veut pas savoir à la fin s'ils ont eu des bénéfices ou pas. Le fisc veut passer à la caisse, il ne veut pas savoir si les employés ont été payés, tout ça. Et il y a aussi plein de charges qui ne sont pas prises en compte par le fisc, et y compris les risques. C'est-à-dire, si vous faites voler ou bien vous avez un incident, le côté assurance, il n'y a pas l'offre d'assurance pour les PME, donc ce qui fait qu'elles restent très fragiles surtout. Et il y a aussi l'aspect infrastructure. C'est-à-dire, lorsque vous êtes une PME, vous voulez par exemple vous installer dans certains pays comme le Cameroun, lorsque vous allez à la banque solliciter un financement, il faudrait que, en plus des CAPEX, donc des capital expenditures et des OPEX, vous devez encore chercher l'argent pour les infrastructures. Parce que votre électricité, vous devez vous débrouiller pour l'avoir, si vous voulez l'avoir tout le temps. Votre eau, si vous voulez utiliser de l'eau potable, vous devez avoir votre propre eau. Donc ça fait beaucoup de critères auxquels on ne pense pas forcément, mais qu'il faut inclure finalement au niveau des avancées. Et lorsque justement la banque se charge de financer les CAPEX liés à l'entreprise, il y a ces coûts externes qui finalement coincent l'entrepreneur. Donc il a beau être financé, mais au final il ne peut pas démarrer parce qu'au final il n'a pas de route pour aller dans son atelier, il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau, donc il n'a même pas la sécurité parce qu'il y a des zones où à peine vous êtes installé, qu'on vous a embarqué. Il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu en fait. Gabriel, je voulais réagir. Oui, je voudrais réagir. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Yannick. Bon, pour le volet assurance, Yannick, bon, en tant qu'ancien assureur et sur place au Cameroun, je peux dire que l'offre assurantielle est assez importante maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions, donc il y a des évolutions là-dessus et je crois qu'il y a des produits très adaptés actuellement en matière d'assurance pour les TPE et PME. Maintenant, je vais évoquer un autre aspect, je le rejoins totalement, pour parler de la protection que nos États en Afrique protègent beaucoup plus les grandes entreprises que les PME. Si vous prenez toutes les lois, tous nos pays ont des lois d'incitation à l'investissement privé. Vous allez voir que ces lois ont des conditionnalités, c'est vrai, elles sont des conditionnalités assez dures, même pas dures, elles sont assez favorables pour les grandes entreprises. C'est elles qui peuvent investir en masse. Qu'est-ce que vous disiez, il n'y a pas le cadre... Le montant important, ce sont ces grandes entreprises qui ont du cash pour investir des montants colossaux qui sont naturellement des conditionnalités de ces lois. Vous n'allez pas avoir une loi d'incitation en investissement privé qui accorde des avantages importants aux PME. Vous pouvez lire toutes ces lois dans différents pays, beaucoup plus en Afrique subsaharienne, vous verrez que ces lois se ressemblent et elles protègent beaucoup plus des grandes entreprises. Et maintenant, tout à l'heure, Yannick parlait des délais de paiement. Nous avons des cas, Yannick, des délais, Cédric, des délais vont jusqu'à 90 jours. Comment une PME va financer son BFR, besoin de fonds de roulement, si elle attend dans 90 jours, elle serait payée par la grande entreprise. Là, ça revient à la question de la pérennisation. Naturellement. Ce sont des entreprises qui s'essoufflent et qui s'affament au niveau du... C'est ça. Et Cédric l'a dit tout à l'heure, il y a aussi, disons que les banques commerciales qui sont chez nous en Afrique, elles ont beaucoup de contraintes aussi. Nous allons les taper derrière, taper dessus, mais elles ont des contraintes également qui sont importantes, qui font qu'elles ne sont pas à même de financer de manière forte l'économie. Et pour un exemple simple, ça ne rejoint pas totalement ce que nous disons, mais ça a beaucoup de corollaires. Il est plus facile de créer une banque en France
qu'au Cameroun ou qu'en Centrafrique. Rien que le capital social, 10 milliards de francs CFA. Dans la COBAC, l'espace COBAC, je crois que c'est 5 millions d'euros en France, si je ne me trompe pas, ça a changé. Donc, vous voyez, prenez seulement le capital. Vous voyez comment c'est très dur de créer une banque. Donc, nous avons passé de banque et encore, c'est encore très dur de créer une banque. Or, ici, il y a plus de facilité. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte qui, naturellement, bloquent l'avancée de nos PME, qui pourtant devraient porter en fin l'économie de nos pays africains. Mais je voudrais qu'on s'interroge justement sur les modèles qui fonctionnent, parce qu'il y en a quand même sur le continent, il n'y a pas que du négatif. On parlait de la Chine juste avant, justement, qui axe sa stratégie sur la planification, le soutien de l'État, mais il y a aussi le cas du Rwanda, qui mise beaucoup sur la digitalisation, par exemple, sur un gouvernement qui est pro-innovation. Il y a le cas du Ghana aussi, qui appuie pas mal les startups, qui, via justement des incubateurs publics-privés. Est-ce que l'Afrique, elle doit s'inspirer de ces modèles africains, ou est-ce que finalement chaque pays doit créer son propre format? Parce qu'on disait essayer de calquer un modèle occidental et l'implémenter en Afrique, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qui veut répondre? Yannick. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure pour compléter. Je vous en prie. Parce que le coût d'accès aux incitations, parce que par exemple, si je prends le cas de la CEMAC, on a beaucoup de lois d'incitation, mais lorsque vous entrez dans le dossier, il vous faut parfois 100, 150 millions pour pouvoir remplir les conditions d'éligibilité à ces incitations-là. Donc, du coup, les PME sont d'office éliminés. Et on a longtemps sollicité auprès du gouvernement qu'il puisse créer des incitations plus orientées vers les PME. Et ça reste un travail un peu plus laborieux. Maintenant, pour revenir à la question des modèles, donc, en fait, les lois de l'économie sont un peu standards, juste qu'on peut installer les variantes par pays. Donc, que vous soyez une banque, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Afrique du Sud, les lois fondamentales sont presque les mêmes. Et encore plus que ces banques sont jamais encadrées par certaines réglementations de la BRI, dont les réglementations sur les risques. Donc, on a tout ce qui est lié aux garanties, tout ce qui est lié au KYC. Donc, nous, on a tout ça qui sont un peu standardisés partout. Donc, il y a ces basiques-là qu'il faut absolument respecter. Donc, maintenant, en fonction des marchés, on a l'environnement qui fait toute la différence. Donc, si je suis, par exemple, en Côte d'Ivoire, où les lois du pays sont un peu plus stables, je pense que le risque est moindre par rapport à si je suis au Cameroun où la corruption fait que les choses sont beaucoup plus compliquées, ou bien encore si je suis à RCA où l'État lui-même n'est pas capable de protéger ses citoyens, ou je suis, je sais pas, en RDC où c'est vraiment la débandade. Donc, en fonction des pays, il faut essayer d'adapter les instruments selon les pays. Un pays qui se démarque beaucoup en Afrique, par exemple, c'est le Maroc. Donc, parce que l'environnement financier, il est assez performant, l'environnement politique, il est aussi très stable. Donc, on a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Et puis, on a le facteur infrastructure. Donc, dans certains pays, prévoir est très difficile. Parce qu'il y a des pays où la compagnie d'électricité se lève un matin et vous dit bon, vous n'aurez pas d'électricité pendant 3 semaines. Elle ne se gêne pas. Ce qui fait que vous êtes obligé d'arrêter la production pendant 3 semaines. Or, ça, c'est des questions que vous ne retrouverez pas, par exemple, en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, les problèmes d'énergie sont réglés. Les bases sont réglées. Oui, il y a ces problèmes qui sont réglés. Donc, ce qui fait que l'entreprise qui veut financer doit vraiment prendre tous ces paramètres-là. Donc, les paramètres réglementaires, les paramètres environnementaux, les paramètres culturels, et les mettre ensemble avant de trouver ce sera quoi le modèle optimal pour elle pour opérer sur ce marché-là. Donc, il y a les outils standards, mais il faut essayer de les adapter en fonction de toutes les contraintes que chaque marché peut offrir. Moi, j'ajouterais que, en fait, si on regarde au niveau des startups, par exemple, ou des PME, les plus grands levées de fonds, c'est en Égypte, au Nigeria, au Kenya, et généralement, l'Afrique francophone est derrière. Mais ça rejoint un peu ce qu'il dit par rapport au modèle financier. Dans le modèle des PME, de start-up, il faut un environnement des affaires, donc il faut un État accompagnateur, il faut une stabilité politique, il faut un cadre réglementaire d'intégrité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde le Rwanda, par exemple, qui est un modèle, ou bien le Ghana, ils ont tous ces bases. Ils ont d'abord la base, ils ont des infrastructures, ils ont une bonne gouvernance. Ensuite ils accompagnent les jeunes porteurs de projets ou les PME dans leur phase de déploiement. Aujourd'hui, rien qu'avec ça, ça attire forcément les investisseurs. Ce climat d'affaires attire les investisseurs, que ce soit
tout type d'investisseurs, que ce soit les banquiers, les fonds d'investissement ou bien les business angels qui font qu'aujourd'hui le Rwanda est parmi les forces vives en tech. En Afrique francophone, le pays qui se démarque au niveau des startups, en fait, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si on voit par exemple la plus grande levée de fonds qui était de 14 millions de dollars, ça vient du startup Jamo, parce qu'ils ont aussi ce cadre qui est en maturité, c'est-à-dire qu'ils ont la base, ils ont des infrastructures qui sont en plein boom, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils ont moins de problèmes que dans d'autres pays en Afrique centrale. Ce qui veut dire qu'il y a une ébullition en fait des startups africaines. Et je pense qu'une fois qu'on a ces 3 critères en fait qui sont remplis, je pense qu'au niveau de la croissance ou de la pérennité des PME startups, ça viendra. Juste pour compléter ce qu'il dit, c'est qu'en Afrique aussi, on a un marché qu'on néglige un peu, c'est le marché international, c'est-à-dire le outsourcing. On a par exemple le Kenya qui est le champion de la délocalisation, de la décentralisation des services. Donc il y a beaucoup de startups au Kenya, en Afrique de l'Est, mais au Nigeria, à Madagascar, qui bossent pour des pays, qui bossent pour des entreprises américaines. On a des entreprises comme Microsoft qui ont ouvert des bureaux. Avant que tu te sois racheté, tu t'es allé ouvrir des bureaux au Nigeria et compter les ouvrir au Canada. Donc on a également, en termes de tech, on a ce marché d'outsourcing qui est très porteur. Mais une fois de plus, les pays IAC par rapport au leadership politique, donc il y a des présidents qui négocient le cadre, comme le président Kagame qui négocie le cadre avec les entreprises. Le président Kagame a même réussi à négocier l'accès au marché chinois pour les PME, donc ce qui fait que beaucoup de PME basées au Rwanda livrent directement sur Alibaba, donc du coup ils ont accès au marché. Là, ça c'est plus des questions politiques. On a le président kenyan qui était aux États-Unis, il a rencontré le président Biden et tout le monde pour négocier sa part de marché, ce qui fait que lorsque ces entreprises investissent au Kenya, elles sont très confortables parce qu'elles ont la caution du politique. Donc ça, c'est également des éléments à prendre en compte pour l'épanouissement des PME. Et on a par contre les mauvais élèves qui ne pensent pas beaucoup, donc qui sont beaucoup plus relégués à des questions subsidiaires. Donc on a cette question de leadership qui fait vraiment la différence entre tous les pays. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le marché de l'outsourcing, en général, c'est près de 300 milliards de dollars par an. Exact. Et l'Inde seule capte plus de 60%, parce que l'Inde a développé tout un tissu de PME pour répondre aux besoins de développement IT des entreprises occidentales, et en l'occurrence américaines. Donc il y a ce facteur politique qui est très important, et donc les pays sont, dans un pays ou un autre, on a beaucoup de différences. Même le Maroc a mis pas mal d'infrastructures pour pouvoir sous-traiter, pour pouvoir faciliter la délocalisation des entreprises européennes au Maroc. Donc aujourd'hui, les plus grosses entreprises au Maroc, qu'elles soient à capitaux locaux, sont soit des délocalisations, soit des entreprises nées de la délocalisation, mais des entreprises nées pour servir la délocalisation. Parce que lorsque, par exemple, Renault s'installe à Casablanca, elle permet aux startups locales de pouvoir lui prester. Exactement, oui. Il y a toute cette capacité-là à attirer les gros investisseurs pour pouvoir attirer, pour pouvoir sponsoriser les petits, qui fait aussi la différence. Et pour compliquer ce qu'il dit, c'est une des raisons pour laquelle, en fait, il y a quelques jours, au niveau du Sénégal, le président sénégalais Diomaye, en fait, il veut faire du Sénégal en fait un acteur de l'outsourcing, de l'internalisation. Ils ont eu le nouveau programme Nous dit technologie pour le Sénégal, où la part en fait de la souveraineté est vraiment très importante puisque c'est la ligne politique du Sénégal, mais la partie internalisation et outsourcing est très importante. Donc effectivement, il faudrait que les entrepreneurs et les startups en fait prennent en compte en fait le marché global en fait et régional pour pouvoir proposer des services aux entreprises, que ce soit locales ou internationales. Je voudrais juste faire un pont sur l'aspect des leaders, parce que je crois que c'est ce que vous faites, la formation des leaders chez Afropreneur Emerging Leaders. Comment justement vous arrivez à structurer des leaders africains capables d'innover en gestion d'entreprise, par exemple? Oui, bon, avant que Cédric ne prenne la parole en tant que président d'Afropreneur, oui, comment nous parvenons à le faire? Oui, déjà, tout part des critères de sélection. Nous recrutons des jeunes leaders sur la base des critères bien définis que nous formons. Nous formons. Après le recrutement, naturellement, sur la base des critères bien définis, nous les formons. Et après la formation, nous les accompagnons. Dans les différents secteurs, c'est que vous allez vous rendre compte que nous avons plusieurs masterclass que nous organisons, plusieurs séances de suivi qui sont organisées pour, naturellement, mettre ces leaders en situation, 1, de progresser intellectuellement, 2,
de corriger les petites failles liées aux problèmes de financement que nous avons évoqués. Nous accompagnons sur plusieurs aspects. Je laisse de son Cédric pour préciser d'autres éléments là-dessus. Oui, pour compléter ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on sélectionne des jeunes leaders, une promo de 15 à 20 en moyenne, en fait, sur la base vraiment de leur parcours d'excellence, mais aussi leur force d'engagement sur plusieurs secteurs. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs, il y a d'autres qui sont des universités, mais sur la partie entrepreneur, on fait des masterclass. On essaie de faire des masterclass de manière dans différents secteurs. Le financement de projets, le montage de projets, la gestion d'entreprises et aussi la prise en parole en public et les pitchs. C'est très important d'avoir ce type de masterclass parce qu'après, en fait, ces jeunes leaders sont mentorés. Donc, par exemple, si on a typiquement quelqu'un qui est spécialiste dans le marketing ou dans le digital, il aura un mentor dans le digital. Quelqu'un qui a un cadre dirigeant dans le digital ou un grand entrepreneur dans le digital pour l'accompagner en fait que ce soit sur toutes les problématiques qu'il a, que ce soit au niveau de la recherche de financement, au niveau du renforcement de compétences. C'est comme ça en fait que nous essayons d'aider les entrepreneurs à notre niveau. On va continuer ce débat et on va continuer à parler des leaders, mais aussi des nouvelles technologies et de l'IA, de la place importante qu'a l'intelligence artificielle. On va en parler en deuxième partie d'émission. On prend une courte pause, on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. J'aimerais que vous nous expliquiez justement les progrès et surtout les répercussions que peuvent avoir les outils liés à l'intelligence artificielle sur le continent. Un chiffre peut-être, en 2024, 27% des dirigeants d'entreprises en Afrique subsaharienne ont intégré l'IA générative dans leurs opérations. Yannick, dans quel secteur d'activité aujourd'hui l'IA peut être utilisée et surtout dans quelle mesure on peut mesurer les progrès ? Je pense qu'aujourd'hui, l'IA peut être beaucoup plus répercutée en Afrique dans les services commerciaux, dans les services financiers. On a ce côté-là parce qu'en Afrique, on utilise beaucoup le mobile, ce qui nous donne la possibilité aux gens de pouvoir beaucoup travailler avec les chats. Donc, du coup, je pense que c'est ce côté-là où l'IA peut être beaucoup plus important. Mais maintenant, l'IA peut être aussi beaucoup plus important sur l'aspect productivité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, on travaille beaucoup, mais pour une productivité très faible. Ça dit qu'on produit des faibles valeurs ajoutées. On travaille longtemps et durement pour des tâches parfois peu complexes. Parce qu'il n'y a pas cette culture de pouvoir optimiser les outils, donc mettre beaucoup d'accent sur la formation des employés pour pouvoir utiliser les outils plus avancés. Donc vous verrez très peu d'entreprises qui utilisent par exemple du VBA, vous verrez très peu d'entreprises qui développent leurs propres solutions. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut... en fait, l'IA, en fait, c'est une opportunité pour aller beaucoup plus vite dans la production des outils internes de travail pour optimiser. Parce qu'avec l'IA, c'est beaucoup plus facile de développer. En fait. Parce qu'avec l'IA, on va beaucoup plus vite en termes de développement. Donc l'IA aujourd'hui, c'est un levier sur lequel les entreprises africaines peuvent s'appuyer pour pouvoir aller plus vite dans la productivité de la ressource humaine. C'est une solution pérenne aujourd'hui pour accélérer justement pour accélérer le développement des entreprises sur le continent? Oui, bien évidemment. Toutes ces entreprises, même des PME, il faut le dire, elles sont en train d'entrer dans l'IA, il faut le dire. Je suis sur place, je vois les évolutions. Nous avons loupé les 4 premières révolutions industrielles. Celle de l'IA, la quatrième, on ne va pas la louper. Tout à fait. Donc, toutes ces entreprises africaines, elles sont en train de mettre en place des outils pour vraiment s'accaparer, pour prendre l'IA et utiliser. Et tout à l'heure, Yannick le disait, l'IA, on la retrouve dans tous les secteurs d'activité maintenant, même dans l'agriculture. Bien sûr. J'ai rencontré un jeune qui fabrique des drones pour détecter des maladies sur des plantes. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup d'avancées. Certes, pas comme ici en Europe, mais je crois que d'ici 5 années, 10 années, le gars pourra retrouver. Moi, je pense que je rejoins, c'est que l'IA, en fait, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. Mais avant d'entrer dans vraiment son utilité, il faut vraiment qu'on règle les problèmes de base, c'est-à-dire la connectivité, augmenter la connectivité en fait simplement dans nos pays, ce qui nécessite vraiment de développer les infrastructures, parce qu'au final, l'IA, c'est une technologie numérique et si on ne développe pas ces deux aspects, ça va être compliqué de les utiliser au maximum. Mais effectivement, que ce soit dans les services bancaires avec les chatbots, que ce soit dans les fintechs avec le mobile money, que ce soit même pendant la période du coronavirus, il y a des jeunes qui ont essayé en fait de prévoir en fait la diffusion du coronavirus en Afrique avec l'IA. L'IA est transverse, c'est une technologie qu'on doit maîtriser. On parle beaucoup d'IA génératif avec ChatGPT, DeepSeek.
je pense aussi quelque chose qui a révolutionné et démocratisé l'IA au sein du grand public, y compris en Afrique. Et je pense que c'est ça qui va permettre la productivité. Aujourd'hui, Netflix a augmenté en fait sa base clientèle de 25% rien qu'avec l'IA. En plus d'utiliser en fait l'IA dans ses process. Donc, nous devons utiliser l'IA pour la productivité et je pense que les Africains y arriveront. Yannick, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'étais juste pour compléter sur le plan commercial, comme vous parliez tout à l'heure justement de façon globale, les entreprises qui fournissent les plateformes de cloud. On a Amazon, on a tous ces entreprises-là. Donc c'est l'opportunité aux Africains de développer les leurs. Parce que l'IA a l'avantage, c'est qu'il peut être décentralisé, donc chacun peut développer le sien dans son environnement. Donc les Africains devraient, à ce moment justement, que les Africains doivent essayer de créer des synergies autour de cela, parce que ça nécessite quand même pas mal d'investissements. Et pour ça, il faut pouvoir avoir des supercalculateurs, des data centers, ça nécessite un certain nombre de moyens dont nos pays, personnellement, auront beaucoup de mal à se les acquérir, à les sécuriser. Donc, déjà, si on a beaucoup de mal à avoir de l'électricité pour éclairer son salon. Oui, parce que c'est un coût, en fait, on parle de l'IA, mais ce que ça génère, il y a un coût environnemental, il y a un coût financier également. Est-ce que les États africains sont prêts à suivre? Alors, déjà, face aux défis, justement, dont on parle, des défis primaires, comme l'accès à l'électricité, même l'eau, que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, au Cameroun. Est-ce que c'est un défi ambitieux? On sait que, mine de rien, ça suit. Il y a eu un salon de l'IA en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une thématique qui est au cœur de l'actualité plus que jamais. Est-ce que, financièrement, on peut suivre? Est-ce que, au niveau du coût écologique également? Alors, financièrement, on va prendre un exemple très simple aujourd'hui de deux acteurs qui dominent le marché de l'IA génératif. Il y a ChatGPT et DeepSeek. Il y a ChatGPT qui, à coût de milliards de dollars, a donné les résultats qu'on a. Et DeepSeek, avec des calculateurs à 5 millions de dollars, a donné en fait DeepSeek qui est venu concurrencer ChatGPT. Pour dire quoi? En fait, pour dire que si, avec très peu de moyens, je pense que les États peuvent concevoir en fait des data centers et aussi des IA quand même, peut-être pas capables de révolutionner, de concurrencer peut-être des IA américains, mais au moins d'accompagner les entreprises et ne pas rater cette quatrième révolution industrielle. Et je pense que oui, effectivement, il y a des entreprises comme pour ne pas faire ST Digital qui font vraiment des data centers qui sont vraiment panafricains, qui peuvent accompagner, que l'État peut accompagner justement dans la transformation numérique avec l'IA. En termes de, c'est assez bien dit, en termes de coûts, les coûts sont abordables et tout ce qui est PV, le partenariat public-privé va facilement aider. Ça veut dire si nous mettons en place ces partenariats public-privé, il y a par exemple une entreprise qui exerce déjà de très bonnes manières dans le secteur. L'État n'a qu'à mettre à côté de lui ses partenaires privés pour qu'on avance. Et je crois que nous n'avons pas le choix que de ne pas louper cette quatrième évolution. En termes de coûts, en fait, il faut déjà distinguer l'orientation des coûts ou bien les centres de coûts. Donc, il y a deux centres de coûts principaux par rapport à ces sujets-là. Il y a le centre lié aux universités, parce qu'il faut bien former des gens sur les matières ou bien sur les technologies. Maintenant, il y a le côté incubateur et le côté infrastructure, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès au data center justement, qui doivent locaux, ils doivent avoir accès à Internet de qualité, ils doivent aussi avoir un certain capital pour la rémunération, parce qu'il faut le dire, c'est que le domaine des technologies, c'est un domaine dont la main-d'œuvre coûte cher. Et tout à fait. Il faut compétir avec des architectes internationaux, donc il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Mais aujourd'hui, il y a un bout d'espoir, c'est qu'il y a l'open source. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se battent pour connaître de l'IA open source. Open source, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de développer le vôtre from scratch, à partir de zéro. Donc vous pouvez vous servir d'open source pour pouvoir fine-tuner le vôtre. Donc essayer de faire le vôtre en fait à partir de c'est moins coûteux. Projet beaucoup plus commun, ouais. Donc il y a et maintenant à nos dirigeants d'être sur la table des négociations, parce qu'on a eu plusieurs sommets sur l'IA où on n'a même pas vu la place d'un pays africain, de beaucoup de pays africains. Il y a quelques-uns qui ont essayé de s'immiscer, mais ils n'étaient pas là. Donc les Africains doivent être
apprendre à être là où les choses se passent, donc Exact. là où les décisions se prennent, là où l'avenir se conçoit et là où les décisions concernant l'avenir se prennent, pour pouvoir justement être partie prenante et pouvoir bénéficier des retombées ou bien des dividendes de ce qui va se passer. Et la place des Cédric. acteurs politiques est très importante parce que justement dans les sommets, c'est toujours, et si on remarque bien, c'est toujours les décideurs publics des pays anglophones ceux qui étaient présents, c'est pas francophones. Et c'est bien dommage parce que si on observe en fait l'évolution de l'IA région par région, en France, on a eu Mistral AI qui est devenu le fer de lance de l'IA française parce que l'État l'a accompagné. Les entrepreneurs ont accompagné ces startups pour pouvoir produire ces IA génératives. Ils ont levé 500 millions de dollars en quelques mois. En Chine, pareil, l'État chinois a accompagné DeepSeek et là a donné le cadre pour qu'aujourd'hui DeepSeek concurrence ChatGPT. Donc, pareil aux Africains, il faudrait que nos décideurs, en fait, que ce soit francophones ou anglophones, accompagnent les innovateurs pour pouvoir continuer et pour ne pas manquer en fait cette transformation avec l'IA. On peut citer certains exemples quand même. On parlait du cas du Maroc tout à l'heure avec Plan Maroc Digital. Il y a le cas du Nigeria avec qui a un soutien aux startups fintech. Le cas du Sénégal avec Initiative Smart Sénégal. Et je crois que c'est vous, Yannick, qui évoquiez le cas des incubateurs. Pour essayer de comprendre pour les téléspectateurs, c'est quoi le rôle justement des associations et des incubateurs dans cette dynamique justement de développement des entreprises? En fait, le rôle de l'incubateur, c'est de pouvoir permettre aux jeunes qui n'ont pas le moyen, donc qui ont l'idée, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas les moyens, de pouvoir par exemple bénéficier d'un cadre de travail, c'est-à-dire un bureau d'électricité, une machine, un serveur, pouvoir faire des calculs. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, il y avait des projets qui nous faisaient tout le temps bloquer la machine, bien que la machine de cœur. Et dès que tu lances la compilation, ta machine est bloquée. Donc il fallait absolument se connecter sur la plateforme de l'école qui avait des serveurs beaucoup plus grands pour pouvoir les faire tourner. Parce que vous avez fini un programme, vous ne pouvez pas le compiler, ou bien compile mal parce que la vitesse de calcul ne permet pas de le faire. Donc l'incubateur offre toutes ces facilités-là aux jeunes étudiants et aux jeunes entrepreneurs pour pouvoir travailler. L'incubateur également offre aux jeunes la possibilité de faire des certifications parce que l'IA ou la technologie de façon globale, ça évolue très vite. Donc ce qui fait qu'il faut être au parfum de ce qui se passe à Seattle, de ce qui se passe à Pékin, de ce qui se passe à Shenzhen, de ce qui se passe à Paris. Donc il faut être au fait en fait des innovations. On a un exemple très parlant récemment, tout à l'heure, il parlait de DeepSeek versus OpenAI, où pour les mêmes résultats, ils emploient les moyens tellement disproportionnés qu'on se dit, le modèle de OpenAI, il est très consommateur en capitaux, or le modèle DeepSeek, il est moins consommateur. Donc, ce qui fait que si on avait une startup qui était sur le modèle OpenAI, elle doit rapidement pivoter vers DeepSeek, vers le modèle DeepSeek qui prend beaucoup moins de capitaux. Donc, l'écosystème offre cette possibilité-là aux jeunes de pouvoir être au parfum des innovations, des nouvelles méthodes et tout, et pouvoir bénéficier de tout cela. On a aussi, tout à l'heure, parlé des serveurs, des data centers. On a aussi le marché. Parce que lorsqu'on a par exemple de l'open source, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé par exemple sur le programme Ubuntu, qui était un open source qui voulait un peu faire comme Microsoft. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans Ubuntu, mais pour être là, il fallait être agréé. Il n'y a pas des licences qu'il faut payer et parfois ça coûte cher et nos jeunes ils n'ont pas assez moyens pour payer ça. Donc ça fait partie de tout ce qu'un écosystème d'incubateur offre aux jeunes pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'influencer les politiques publiques, justement, ces incubateurs? On a le sentiment qu'ils se substituent un petit peu, justement, à l'action que pourrait avoir l'État auprès des entreprises privées. En fait, juste finir plus. En fait, le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a un peu comme une locomotive qui va beaucoup plus vite que les rames. C'est-à-dire, ces jeunes-là vont 2 fois plus vite que les dirigeants. On a, par exemple, en Afrique centrale, des gens qui vivent vraiment, des dirigeants, en fait, qui sont d'une autre époque, qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, qui ne sont même pas intéressés, qui ne participent même pas. Ce qui fait que vous avez votre jeune. On a un jeune qui faisait dans les jeux vidéo, qui se plaignait récemment, pour ne pas le nommer, donc Madiba. Oui, parce que tout ce qu'il a proposé aux politiciens, c'est même pas compris en fait. Parce qu'il faut déjà comprendre où on est, où est-ce qu'on va pour pouvoir accompagner ces gens. C'est le secteur privé qui est le moteur du changement finalement. Oui, c'est le secteur privé. Et pour compléter ce qu'il dit, en fait, un incubateur, c'est un espace. J'ai eu l'opportunité d'accompagner
il y a 12 ans de start-up, y compris Olivier Madiba, dans la création en fait de développement de sa PME et d'autres PME. En fait, l'incubateur, c'est un espace où en fait on donne en fait l'écosystème aux jeunes, c'est-à-dire connexion internet, bureau et autres, pour pouvoir se mettre en place et créer une entreprise. Deuxièmement, ça permet d'avoir un réseau, c'est-à-dire que en fait, ils sont comme que ce soit un incubateur, un accélérateur, ils sont confrontés à d'autres jeunes qui ont d'autres projets. Donc, il y a une émulation entre eux. Troisièmement, ça permet aussi de les préparer aussi pour les concours de pitch ou bien pour le financement, les préparer en fait à convaincre les investisseurs ou d'éventuels partenaires. Et effectivement, l'incubateur comme l'accélérateur sont des outils très importants. Maintenant, le secteur privé, oui, effectivement, je pense que l'État ne peut pas tout faire. L'État doit venir donner un cadre réglementaire, l'État doit venir accompagner, mais je pense que le secteur privé a son mot à dire et ça peut être... Son rôle à jouer, indépendamment c'est une force de frappe. Des politiques publiques. Oui, exactement. Et je pense que c'est le rôle du secteur privé aussi de s'intéresser à ce jeune entrepreneur en termes d'accompagnement et voilà. Oui, très bien. Par rapport au rôle qu'est-ce que nous appelons les incubateurs en fait. L'incubateur en premier, c'est la formation. L'incubateur là pour accompagner dans la formation des jeunes entrepreneurs et pour régler un autre problème qui est l'information. Souvent, vous êtes dans un secteur où vous n'avez pas toute l'information nécessaire. Nous savons tous que l'information, c'est le pétrole du 21e siècle. Quand on n'a pas l'information, qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée il y a 2 jours, qui vous octroie tel avantage, qui vous donne telle obligation. Donc, les incubateurs sont aussi là pour bien informer ces jeunes-là. Maintenant, je reviens sur ce que disait Yannick par rapport aux dirigeants d'Afrique centrale. Puisque nous sommes tous d'Afrique centrale, on peut dire en fait que oui, c'est vrai, on ne va pas vite. L'idée, c'est que nous accompagnions ces dirigeants à s'améliorer pour que nous ayons une Afrique centrale, à mon sens, plus qui ira vers son développement dans les années qui vont venir. Un mot peut-être sur, Cédric, sur l'action que vous menez avec le think tank, justement, 50 Afrique. On parlait des incubateurs, il y a aussi le rôle des think tanks. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, les think tanks, c'est des cercles de réflexion, c'est des laboratoires d'idées, des personnes qui ont chacune une expertise, que ce soit en économie, en finance, en industrie, en intelligence artificielle, etc. Donc, c'est des personnes qui pensent, d'où le mot think, penser en anglais, tank, vraiment une force de frappe. Et le but des think tanks en général, ils sont beaucoup plus influents, très influents d'ailleurs en fait aux États-Unis, puisque certains think tanks donnent des recommandations et parfois en fait leurs politiques sont en tout cas consultées et appréhendées et surtout vraiment utilisées par l'État. Le rôle des think tanks, en fait, c'est justement, en tout cas de ce que nous faisons, c'est de soumettre des recommandations, travailler sur des analyses. Nous, à 50 Afrique, en fait, en général, en fait, on travaille sur l'émergence de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les politiques de vraiment de transformation du continent africain, que ce soit surtout dans l'économie et finance. On soumet des recommandations sur l'industrialisation, sur la zone libre-échange continentale, sur les recommandations sur le secteur bancaire, sur le secteur privé. L'idée, c'est vraiment de donner des pistes de réflexion, d'orientation en fait aux décideurs. Et ce qui peut récompenser un think tank, c'est quand un décideur se dit que ok, ils ont fait un gros boulot de consulting. Nous maintenant, c'est de les implémenter, d'implémenter les réformes qu'ils ont mis en place. Oui, par rapport à... C'est vrai que Cédric a parlé du think tank. J'ai un élément qui me revient en tête là. Nous parlons de tout ce qui est digital et autres là. Beaucoup de PME en Afrique n'utilisent pas le même optimal des outils de digitalisation. Vous voyez un peu quoi. On a ces outils qui existent, qui souvent, vous voyez une PME qui n'est pas assez référencée sur des méthodes de recherche. Pourtant, il y a plusieurs outils qui peuvent accompagner ce référencement-là. Donc, l'idée aussi, c'est de leur dire que ces outils existent. Utilisez-les. Il y a beaucoup de PME qui sont... Aujourd'hui, la digitalisation, c'est l'outil principal. Oui. Pour construire un business model innovant, le premier aspect, c'est savoir utiliser la technologie. Quand on dit pour construire un business model innovant, vous avez quatre choses à faire. La première chose, c'est l'utilisation de la technologie. Comment utiliser la technologie pour améliorer mon business model? Comment utiliser ma chaîne de valeur? C'est le deuxième élément. Troisième élément, comment bousculer la logique dominante? Parce que quand vous arrivez dans un secteur d'activité, il y a toujours des codes.
Mais si vous avez des idées pour bousculer la logique dominante, vous aurez un business model innovant. Et dernier élément qui est naturellement comprendre et aller vers le consommateur. Mais je reviens sur cette notion de digitalisation pour dire que beaucoup de PME, chez nous en Afrique, n'utilisent pas assez de ces outils. Quand vous ne voyez pas des outils de moteurs de recherche, quels sont les outils de digital marketing qu'on doit utiliser, outils de marketing digital qu'on doit utiliser sur des moteurs de recherche? Quels sont les outils que nous devons utiliser sur tout ce qui est réseaux sociaux? Nos promoteurs PME doivent jouer avec ces outils. Et les outils également sur tout ce qui est mailing. Vous voyez ici, dès que vous arrivez dans un magasin ici, on vous dit, monsieur, bonjour, monsieur Ngaï, bonjour. Vous êtes né quand? Vous notez. Dès que vous partez, tac, un mail tombe dans votre date. Vous avez un mail. Nous devons être présents et ça personnifie la relation entre le client et vous et ça vous fait une certaine visibilité. La digitalisation, en fait, c'est comme un moteur, mais qui prend deux carburants essentiels sans lesquels vous ne pouvez rien digitaliser. Il y a l'énergie et l'infrastructure IT, de télécommunication. Moi, j'ai investi dans des startups et finalement, on a été bloqué parce que tous les clients qu'on a installés, beaucoup ont fini par ne pas acheter parce que vous avez un boutiquier qui achète votre solution d'encaissement automatique ou bien de vente en ligne. Et par semaine, il ne peut pas l'utiliser pendant 3 jours sur 5 ou sur 7. Ce qui fait qu'au final, il est obligé de fonctionner concomitamment avec ses outils traditionnels, c'est-à-dire manuellement, et avec votre outil. Et au final, il se dit, mais pourquoi je devrais payer pour quelque chose qui ne me sert pas beaucoup? Et à ce côté-là, on a un cas récent. On a par exemple au Cameroun, il y a une plateforme qui a été mise en place pour les cartes d'identité nationale. Beaucoup y ont peu utilisé parce que la connexion est très faible. Et là, il y a un autre sujet qui est entendu, c'est la volonté politique qui est ma foi centrale parce qu'on a des pays qui passent, le câble international d'Internet passe juste au large de Crimée, donc au large du Cameroun. Là, on a la 5G, on a tout ce qu'il faut. Mais juste le fait de pouvoir le tirer et le connecter aux zones nationales, c'est tout un problème. Récemment, on a posé la question à la ministre des Télécoms, elle n'a pu rien dire. Donc il y a cet aspect de manque de volonté politique qui fait que toutes vos volontés pour digitaliser, ça, au final, c'est réduit à néant. Donc c'est pour ça qu'au Cameroun, les startups qui émergent ont vraiment les points au bout des doigts. Et même celles qui émergent sont beaucoup plus adossées sur des multinationales, sur des entreprises multinationales qui au moins ont la capacité d'avoir une certaine autonomie d'énergie. Parce que lorsque vous allez par exemple au data center de Orange, à côté vous verrez un gros générateur électrique, vous êtes obligé de construire tout votre environnement afin de pouvoir digitaliser vos services. Ce qui fait qu'au final ça devient très compliqué. Donc il y a ces questions-là qu'il faut vraiment régler si on pense à digitaliser nos économies. Merci messieurs, on arrive déjà au terme de l'émission. Merci Yannick pour toutes ces précisions, merci Cédric et merci à vous Ngaï d'avoir été parmi nous ce soir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. N'hésitez pas à nous faire vos retours sous nos vidéos publiées, notamment sur notre plateforme YouTube. À très vite sur Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank Cameroun.